Seconde partie de notre débat consacré aux élections de mi-mandat aux États-Unis dans tout juste une semaine. Est-ce que Obama va pouvoir utiliser cette semaine pour rebondir alors que les sondages prévoient plutôt une victoire républicaine? On va prendre tout de suite une question Internet. C'est une question délicate, mais ici on aborde toutes les questions, même les questions délicates. Elle nous vient de Dakar, c'est au Sénégal. C'est Issa Aïdara, vous voyez, qui dit « Les Américains n'aiment pas Obama car il est noir ». Et il a un deuxième prénom musulman. Les républicains feront tout pour exploiter cela. Je me tourne vers le représentant des républicains sur ce plateau. Oui, si c'est la vérité, je souhaiterais savoir comment il se fait qu'un dénommé Barack Hussein Obama a gagné les élections en 2008. Par ailleurs, pendant ces élections de mi-mandat, il y a un grand nombre de minorités qui sont dans des races, des courses dans le pays tout entier. La plupart de ces Noirs et de ces Hispaniques sont des républicains, entre autres Allen West. Alors, en Floride, et aussi Mario Rubio, dont on a vu le visage tout à l'heure. Alors, j'aimerais dire, moi, je préférais voir Allen West, dont la peau est plus noire que celle d'Obama. Je préfère le voir président que John McCain. Il y a quand même plus de candidats noirs démocrates que républicains. Non, il y a plus de candidats noirs républicains que démocrates. Pas cette année. Donc si vous dites pas cette année, c'est que jusqu'à présent ça a toujours été le cas. Non, souvent il n'y en a pas du tout. Et j'aimerais justement demander aux démocrates quels sont les candidats qu'ils auraient noirs pour la présidence si ce n'était pas Barack Obama. Et j'aimerais juste parler aussi de Thomas Sowell, que je préférerais voir président des États-Unis que George W. Bush ou McCain. Et j'aimerais juste dire la dernière chose, c'est qu'on ne connaît pas ces noms parce que en Europe et parmi les démocrates, le seul bon noir, c'est un noir qui est une victime, qui est une espèce de martyr. Donc, on ne parle pas des noirs qui sont républicains, qui ont fait un succès de leur vie, etc. Pour vous, ça n'a rien. Nicolas Dungan à New York, même question. Est-ce que les Américains n'aiment pas Obama et vont voter contre lui parce qu'il est noir? D'abord, ils ne votent pas pour ou contre lui. Patché, Anne-Elisabeth Moutet, elle a raison que c'est en partie un référendum sur sa façon de gouverner. Mais en fait, Obama sera président le lendemain des élections. C'est plutôt un référendum sur sa politique. Le racisme existe aujourd'hui aux États-Unis, c'est clair. Et il y a des gens qui disent oui, les musulmans, etc., et qui essayent de manipuler les esprits en faisant ce type de suggestions. Et ça marche avec des populations qui sont fâchés, qui sont au chômage, qui ont des problèmes économiques et qui sont des blancs traditionnels de la classe ouvrière, etc. Ça marche avec certaines personnes, mais c'est pas une tactique électorale qui va, oui ou non, gagner pour les Républicains les élections de mi-mandat. On vient d'entendre le représentant des Républicains sur votre plateau, en fait, se détacher de ce type de propos. Et le fait est que, et ce serait intéressant d'en parler, le fait est que le Tea Party n'est pas non plus représentatif du mainstream des républicains aux États-Unis. On va venir au Tea Party. Anne-Elisabeth Moutet. Oui, alors là, ça amène beaucoup de choses. Mais la première, et je dirais l'une des erreurs qu'Obama a faites et qui lui a tout de même pas coûté l'élection de 2008, c'était de parler dans un dîner privé avec des gros donateurs de ces malheureux petits blancs qui ne votaient pas pour lui et qu'ils étaient accrochés à leur fusil, à leur religion crispée et amère, comme le dit Nicholas Dungan. Et alors là, ça a recommencé de plus belle. Les gens qui ne votent pas pour moi, les gens qui ne votent pas démocrates sont des ploucs. Alors, c'est fascinant d'ailleurs de voir des gens de gauche aux États-Unis qui n'ont absolument aucun problème d'aucune sorte de faire des réflexions de classe. Ils les font sur les électeurs de ce qu'on appelle le flyover country, le pays au-dessus duquel les avions qui vont de New York à la Californie passent sans s'arrêter. Ils reprochent à Sarah Palin le fait qu'elle elle est la fille d'un instituteur et d'une secrétaire, qu'elle parle avec un accent plutôt populaire, etc. En France, on n'oserait tout de même pas accuser quelqu'un d'être pas assez chic pour soi, et en Angleterre, ça vous fait perdre toutes les élections du monde. Alors moi, je suis fascinée par ça. Mais il y a, depuis des années, il y a des Noirs dans le Parti républicain. On peut tout de même se souvenir de Colin Powell et de Condoleezza Rice, entre autres. Ils n'étaient pas les seuls. Je pense que l'idée qui consiste à dire si ça va pas, arrêtez la récréation parce que vous êtes raciste, il y a un moment où il faut tout de même se
mettre dans quelque chose d'un petit peu plus mature comme langage politique. Ensuite, je voudrais dire, on va reparler des Tea Parties, mais l'idée de dire que les Tea Parties ne sont pas l'essentiel du Parti républicain, ça va être l'essentiel des électeurs du Parti républicain. Et ce sera l'essentiel de la deuxième partie de notre débat, mais il faut qu'on finisse la question raciale, Chief Stewart. Oui, mais moi j'aimerais bien d'abord remercier Eric Swan de sa non-réponse à la question et Anne-Elisabeth Moutet d'avoir montré clairement de quel côté elle est. Je pense que en fait, comme a dit Nicolas, on ne peut pas écarter le problème du racisme du débat. Il est présent. Pour moi, plutôt, Barack Obama représentait et représente encore le changement. C'est quelqu'un qui incarne le changement. C'est le premier président des États-Unis du XXIe siècle, et cela fait peur à beaucoup de gens qui sont toujours ancrés dans des idées qui viennent du XXe siècle. Des idées de Reagan et de Bush, des deux Bush d'ailleurs, qui ont fini par créer une catastrophe. Donc, Barack Obama, comme d'ailleurs son prédécesseur Clinton, essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Il est issu d'un mariage entre un blanc américain du Kansas, on ne peut plus américain que le Kansas, Dorothée le savait bien, et d'un homme né au Kenya, donc en Afrique. Donc il est vraiment l'incarnation du mariage, de la mixité américaine. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, surtout des gens de droite, qui ne sont pas à l'aise. Il n'est pas nécessaire de parler de racisme pour comprendre ça. Ça déstabilise beaucoup de gens. Le Parti démocrate était le seul parti à présenter ses adhérents et ses militants avec, pour la première fois de l'histoire américaine, un choix entre un homme de couleur et une femme pour être le chef, pour mener la bataille. Donc ça montre bien que le Parti démocrate était et reste encore le parti de la diversité et le parti de l'ouverture et de la mixité. Aux minorités et aux femmes. On prend une question, on arrête sur ce chapitre-là, on prend une question Internet là qui nous vient de France, Bruno Ribeiro qui est à Nantes dans l'ouest de la France et qui nous dit « Il y a toujours des mouvements très conservateurs aux États-Unis, comme aujourd'hui le Tea Party, mais leur popularité est toujours limitée. » Et ils ont peu de pouvoir dans la politique américaine. Nicholas Duncan à New York, si je comprends bien ce téléspectateur de Nantes, ils font beaucoup de bruit, le Tea Party, mais ils ne changeront pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne peut s'exprimer aux États-Unis politiquement qu'en tant que démocrate ou républicain. Les gens qui, comme moi, sont enregistrés indépendants n'ont même pas le droit de voter dans beaucoup de primaires parce qu'il n'y a pas le mécanisme et la structure, l'organisation d'un parti politique. Donc, en fait, tous les gens qui sont dissidents ou subversifs ou extrémistes ou radicaux doivent quand même essayer de s'exprimer par le biais d'un des partis établis. Et c'est pour ça que, en fait, c'est au sein de ces partis que parfois sont absorbés ces éléments plus radicaux qui font beaucoup de bruit et qui finissent par nécessairement faire beaucoup de politique. Sauf que, par exemple, Goldwater, etc., dans les années 60, a réussi à changer les choses en étant plus conservateur que les conservateurs de l'époque. Mais en général, votre compatriote de Nantes a raison.